Mieux éduquer nos enfants à la nature. Une leçon profitable. Se rapprocher de la nature est essentiel pour mieux habiter notre planète, mais comment le faire au quotidien? Espace pour la vie propose les rencontres humain-nature, des moments d'échange et de réflexion pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Dans cet épisode, nous parlerons de l'importance de l'éducation pour sensibiliser nos enfants à la nature. Comment les mettre en contact avec le vivant pour leur bien-être, mais aussi pour en faire des adultes soucieux de protéger l'environnement. On présente un programme au Biodôme d'animation en classe qui s'appelle la biodiversité de mon quartier. L'animation commence en présentant des logos d'entreprises et tous les enfants sont en mesure de les nommer, alors que ce soit des marques de voitures, des marques d'électroménager, ils peuvent toutes les nommer. Et on termine avec une photographie d'un oiseau qui est dans leur quartier, qui vit là, et ils sont incapables de le nommer. C'est un étourneau, oiseau très commun à Montréal. Les études démontrent que les enfants ne connaissent pas les milieux naturels ou semi-naturels à proximité de leur maison. Alors, je me nomme Yves Paris, je suis biologiste de formation et je suis directeur du Biodôme de Montréal. On parle des jeunes, mais c'est aussi pour tout le monde. Je crois que nos grands-parents, arrière-grands-parents connaissaient la nature. Ils savaient à quel moment semer. Ils pouvaient sortir à l'extérieur le matin, savoir s'il allait pleuvoir ou non. Qui est capable de faire ça sans regarder Météo Média aujourd'hui? Peu de gens là, sont capables de voir les signes dans la nature qui vont annoncer une pluie là, dans les 24 heures qui suivent. Je pense qu'on manque de contact avec notre territoire. On est de plus en plus en milieu urbain. Alors, il faut multiplier les opportunités de mettre les gens en contact avec la nature. Le biodôme n'est comme un premier pas pour découvrir la nature. Il faut que les gens aussi poursuivent pour aller dans des milieux semi-naturels, des milieux naturels, pour s'imprégner du territoire. Quand on parle d'éducation relative à l'environnement, c'est pas juste de transmettre, de sensibiliser puis transmettre des connaissances. Ça va assez bien. On peut le faire dans les livres, tout ça. Mais c'est vraiment d'aller plus loin, de développer une émotion par rapport à la nature, vraiment, puis qui va amener une motivation à agir pour la protection de la nature. Parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est que les gens changent des comportements pour protéger la nature, pour assurer le développement de la biodiversité. Et pour se rendre jusqu'à l'action, bien, ça prend une motivation. Alors, puis moi, selon moi, la motivation vient d'une émotion qu'on peut avoir en nature. Alors que ça soit de se sentir bien en pleine forêt à l'automne avec toutes les couleurs qu'il y a, d'être surpris par la beauté d'un animal qui survient, je trouve que c'est des bons moyens. Il y a une expérience à vivre. Et comme l'expérience est de moins en moins fréquente aujourd'hui, il faut trouver des moyens de la multiplier. Le Québec était vraiment chef de file dans les années 90 en parlant d'éducation environnementale. Il y a plusieurs années, les sciences naturelles qui étaient étudiées au primaire. Maintenant, ça a été changé par l'environnement. On aborde la consommation, les déchets, des choses comme ça, mais la nature n'est pas là. Elle n'est pas exclue, mais il faudrait y aller un peu plus dans ce sens-là. Alors, on a beaucoup éduqué à l'environnement en parlant des problèmes environnementaux et selon moi, avec les plus jeunes, il ne faut pas aborder la nature comme un problème, l'environnement comme un problème, mais vraiment comme quelque chose de riche où est-ce qu'on peut apprendre des choses puis qu'on peut découvrir. Souvent, je donne l'exemple, quand on veut présenter un ami à quelqu'un d'autre, on ne lui dit pas « Voici mon ami, il est plein de problèmes », on va le présenter autrement. Alors, la nature, il faut la présenter aux plus jeunes, non pas comme des problèmes à solutionner, je pense. C'est comme un milieu à découvrir, un milieu qui est d'apprentissage. Et par la suite, on abordera les problèmes, puis pour mieux les comprendre aussi.
Alors, la visite du biodôme va être là pour sensibiliser les gens, les développer vraiment un amour pour la nature, s'émerveiller devant cette nature-là. Mais on veut faire une place aussi à montrer vraiment exactement aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que d'autres personnes font pour la protection de la nature puis de l'environnement. Et ça va être vraiment, à la fin du parcours, là, les gens vont pouvoir concrètement voir les actions qu'ils peuvent poser, puis voir les actions qui sont posées aussi par les gens d'Espace pour la vie, parce qu'on a beaucoup de programmes de conservation, de recherche. Les gens sont déjà sensibilisés à des problématiques, mais sont un peu embêtés sur ce qu'ils peuvent faire. Les gens ont diminué leur consommation de sacs de plastique. Ils savent toutes ces choses-là, mais ils veulent aller plus loin. Puis je pense qu'il s'agit de donner des moyens concrets. Je crois beaucoup à une forme d'éducation, une éducation relative à l'environnement qui est intégrée au programme de l'école où on se servirait de l'environnement comme prétexte pour l'enseignement des différentes matières. Ça ferait des jeunes aussi mieux connectés sur leur territoire. Mon nom, c'est Elisabeth Boileau. Je suis étudiante au doctorat à l'Université Lakehead, à Thunder Bay, en Ontario, dans le programme d'éducation. J'enseigne aussi des cours d'éducation petite enfance au collège Grande Prairie, en Alberta. Je suis aussi en train de faire ma formation pour être éducatrice Forest School avec Forest School Canada. Il y a vraiment un mouvement au Canada qui s'appelle justement les Forest Schools. En français, on appelle ça des fois école nature ou école forestière. Forest School, c'est des programmes qui sont pour les jeunes enfants et qui sont vraiment axés sur l'éducation environnementale, mais qui est appropriée aux jeunes enfants. Ce qui veut dire que on n'enseigne pas vraiment des désastres écologiques ou des problèmes environnementaux. Les enfants sont trop jeunes pour ça, mais c'est plus pour favoriser l'émerveillement et c'est axé sur le jeu et l'exploration d'un monde naturel. C'est vraiment quelque chose qui est en forte demande, en fait, dans beaucoup de villes canadiennes, surtout en Ontario, en Colombie-Britannique, il y en a beaucoup, quelques-uns dans le reste du pays aussi. Les enfants sont à l'extérieur pour la majorité du temps du programme. Je pense que ça donne des résultats super intéressants. Il y a déjà beaucoup de recherches là-dessus, en fait. La confiance en soi est un des points importants qui en est sorti. Aussi, l'activité physique. Alors, en ce moment, au Canada, là, beaucoup d'enfants d'âge préscolaire sont sous le niveau qu'on désire au niveau de l'activité physique. Et pour les programmes à l'extérieur, comme les programmes Forest School, les enfants ont justement assez d'activité physique. On dit que la confiance en soi et les relations sociales, c'est quelque chose qui est vraiment important pour un enfant qui commence l'école. Alors, les programmes qui peuvent aider les enfants comme ça, c'est quelque chose que les parents recherchent, je pense. J'ai travaillé à une école préscolaire ici à Montréal, dans le Plateau. C'était une expérience vraiment intéressante de voir des enfants vraiment d'un milieu urbain et mon groupe était des enfants de 2 ans et demi à 3 ans et demi. Alors, on allait souvent au parc. Le programme aussi offrait des repas avec la nourriture biologique et on faisait du compostage. Alors, il y avait beaucoup d'éléments intéressants pour essayer de faire des liens avec l'éducation environnementale en milieu urbain. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire en tant qu'éducateur aussi. C'est les parents, c'est les éducateurs, c'est tous les adultes qui sont vraiment dans la vie de l'enfant qui vont avoir un impact important sur leur expérience du monde.
Quand on parle de programmes de petite enfance et de garderie et tout, c'est vraiment important d'impliquer les parents parce que les parents, c'est le premier agent de changement de leur enfant. C'est le premier éducateur, finalement, de l'enfant. Alors, c'est beau, les programmes d'éducation pour les enfants, mais pour un enfant de 3 ans, ils ont vraiment besoin de voir cette appréciation-là et cet engagement-là du parent. Justement, il y a quelques jours, je passais du temps avec mes neveux, puis j'ai un petit neveu de 3 ans il nous a arrêté tout excité pour regarder un écureuil dans l'arbre. Alors, on a arrêté, on a regardé avec lui. Et je pense que ces moments-là, c'est vraiment des moments où l'appréciation de la nature peut se développer chez l'enfant parce qu'il voit qu'en tant qu'adulte, on les encourage, on regarde avec eux, on prend le temps d'apprécier. Les enfants, ils vont vraiment regarder les réactions des adultes autour d'eux. Et ils vont comme absorber cette réaction-là et la reproduire par eux-mêmes. Alors, c'est vraiment intéressant quand l'adulte change de perspective, quel impact ça peut avoir sur l'enfant. Quand je pense au futur, même au large, au futur de la planète, au futur de la société, c'est vraiment ça qui me motive, en fait, pour ma recherche, pour mon travail. J'essaie de penser comment est-ce qu'on peut changer comment on vit, comment est-ce qu'on peut vivre de façon durable. De passer du temps à l'extérieur, de jouer dehors, d'observer qu'est-ce qu'il y a autour de nous et d'être curieux du monde. Je pense qu'on s'enligne vraiment pour un futur plus positif, une société qui fait de son mieux pour vivre de façon durable avec l'environnement. Voilà ce qui manque à l'école aujourd'hui. L'apprentissage par essai et erreur, la stimulation des sens, les occasions de toucher, de sentir, de voir de près, de goûter, de se tenir en équilibre entre deux roches à moitié immergées, d'entendre ce qui se déroule en dehors des murs de la classe. On a besoin de faire des changements importants, je pense, au système scolaire et à la façon de voir l'éducation, même au niveau primaire, et vraiment de sortir les enfants à l'extérieur, d'aménager les cours d'école de façon plus naturelle, d'engager les enfants dans des projets qui peuvent être significatifs pour eux, où ils peuvent s'impliquer. À cet âge-là, les enfants peuvent vraiment avoir un sentiment d'appartenance et ça peut donner tellement une confiance et un boost, si on veut, pour s'impliquer dans des projets plus tard dans la communauté. On est capable d'aborder, à mon avis, tous les sujets avec les enfants, avec une certaine façon de montrer les choses. Dans des classes, je prenais 3 élèves au hasard dans la classe. Il y en a un qui faisait le soleil, un qui faisait la terre, un qui faisait la lune. Et on peut tout de suite expliquer rapidement les phases de la lune, les éclipses avec 3 élèves. Et puis c'est très marrant. Alors, je suis Olivier Hernandez, je suis le directeur du planétarium Rio Tinto Alcan. Et avant ça, j'étais le directeur des opérations de l'Observatoire du Mont Mégantic et le coordonnateur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Le planétarium, ça sert à plein de choses. D'abord, ça sert en premier lieu de faire connaître les étoiles aux gens et de leur montrer qu'il existe quelque chose de plus grand au-dessus de nous, au-dessus de la pollution lumineuse de la ville de Montréal. Au planétarium, on peut comprendre le ciel étoilé qui se passe au-dessus de notre tête, mais aussi le ciel étoilé d'autres régions du globe. Je dirais que c'est la base même du planétarium, c'est de reconnecter avec la nature. En Amérique du Nord, la lumière est très importante, et qui plus est au Québec, vous regardez le nombre de buildings qui sont éclairés la nuit à Montréal, qui ne nous permet absolument pas de voir correctement le ciel. De diminuer la pollution lumineuse pour redonner un accès au ciel, à mon avis, c'est quelque chose de fondamental.
Et le métier de l'astronome, on est un des seuls métiers où on ne peut pas toucher nos sujets expérimentaux. À part la Terre, on n'aura jamais l'occasion de toucher le Soleil, même si on vient d'envoyer une sonde qui va être très très près du Soleil, mais on n'aura jamais cette chance-là. Nos sujets d'étude, c'est à travers la lumière qu'ils émettent, les ondes électromagnétiques qu'ils émettent. Il y a un côté admiratif, un côté contemplatif au planétarium qui permet vraiment de se replonger lorsqu'on est dans un milieu urbain, vers les étoiles, vers la nature, ce qu'on n'est pas capable de faire à Montréal, à cause principalement de la pollution lumineuse. L'astronomie, c'est beaucoup de contemplatif et aussi de la science. Lorsqu'on contemple, on veut essayer de comprendre. Au planétarium, on veut donner une culture scientifique de base essentielle à la compréhension du monde, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle rapprocher en fait l'humain de la nature. C'est pas uniquement une expérience émotive, mais c'est aussi une expérience cognitive. Vulgariser la science et vulgariser l'astronomie. Donc, toutes les dernières nouvelles d'astronomie qui arrivent, on va essayer de les simplifier pour pouvoir les faire comprendre au public. C'est important de faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes l'importance qu'a la science dans notre vie de tous les jours. Et aussi parce que ça soulève des questions philosophiques très intéressantes. C'est une quête tous les jours d'essayer de comprendre nos origines et puis de comprendre vers où on s'en va. La science et les décisions qu'on doit prendre, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau local tous les jours, elles doivent être basées sur des arguments qui sont valides. Et à l'ère des fausses informations, on a un rôle, nous, en tant qu'institution scientifique, ici à Espace pour la vie, de montrer que la démarche scientifique, c'est une démarche c'est la seule démarche qui est valable, en fait. Essayer de faire en sorte que les jeunes, les moins jeunes, comprennent cette démarche scientifique qui nous amène à comprendre le monde. Il ne faut pas sous-estimer la puissance que l'on a avec nos dômes 360, les 2 dômes du planétarium, qui, à travers nos films et nos productions qui sont vraiment très travaillées, permettent d'aller expliquer ça encore mieux aux enfants. Lorsqu'ils arrivent dans le théâtre et qu'ils sont plongés dans cet environnement immersif, ils arrivent aussi à très bien comprendre et on arrive très bien aussi à expliquer. En tant qu'humain, on a un droit d'accès au ciel étoilé, de même qu'on a un droit d'accès à la nature. On se doit de la protéger, puis le ciel fait partie de la Terre. Si on n'est pas capable de protéger l'environnement qui est au-dessus de notre tête, je pense qu'on échoue quelque part dans notre condition d'être humain. On aurait tout intérêt en tant que citoyen à dire à quoi sert toute cette luminosité-là ? Ce serait très facile en fait de se dire que au moins une fois dans l'année, on participe à l'effort citoyen. On choisit un jour dans l'année spécial d'astronomie et puis on éteint les lumières, mais ne serait-ce que de 11h jusqu'à 2h du matin, ça suffirait largement pour pouvoir avoir accès au ciel. Vous avez aimé cet échange? N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poursuivre votre réflexion sur notre site espacepourlavie.ca. Espace pour la vie vous remercie d'avoir écouté ce balado Rencontre humain-nature. Conception sonore, Magnéto. Une production d'Espace pour la vie.